Franc-parler. Ici, Radio Cotonou, 10h30. Bienvenue dans votre tribune Franc-parler. Le réseau viaire, ou l'ensemble composé des voies de circulation, rues, routes, chemins, places, ruelles, pistes cyclables et autres dans les communes du Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Porte-Novo, Abomey-Calavi et Sémé-Podji, est à dominante 2 roues motorisées ou véhicules de toutes sortes, lesquels véhicules affluent davantage d'Europe ou du Maghreb à des coûts défiant toute concurrence. Un constat que corrobore la forte croissance d'une population de près de 2,5 millions d'habitants. D'où la délicatesse de la problématique de la gestion routière en République du Bénin. Mais quelles analyses faire des embouteillages, des bouchons et autres dysfonctionnements du trafic dans le Grand Nokoué? Grosse interrogation. Et quelles approches de solutions pour soulager le calvaire des usagers de la route en République du Bénin? À cette série de questions, eh bien, il convient de mobiliser, fidèles amis, le profil type. Notre invité est docteur en géographie des transports, consultant en mobilité humaine et logistique aéroportuaire, assistant de recherche au laboratoire d'études des dynamiques urbaines et régionales, le DUR, au campus d'Abomey-Calavi. Il est aussi spécialiste en communication et relations publiques. Docteur Isiaka Zimé Lafia, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour monsieur Davant. Et bienvenue dans cette grosse tribune hebdomadaire d'analyse de différentes thématiques universelles sur Radio Cotonou, c'est bien Franc-parler. Merci et bonjour aux fidèles auditeurs également. Et pour faire cet exercice, pour conduire ce numéro de Franc-parler, je ne serai pas seul, je suis avec Hilaire Aguemont. Il assure la partie technique et à ses côtés, tenu à distance réglementaire par ce double rideau de glace appelé baie vitrée. Il a Job Tikpe qui immortalise tout ce qui se fait ici. Job à la caméra bien évidemment. Et en direct, je suis Loris Freddy Davo. Après la première partie de l'émission, eh bien, la ligne sera ouverte aux amis auditeurs qui pourront contribuer convenablement à cette tribune de franc-parler sur les différents numéros que je ne me plierai pas, bien évidemment, pour leur rappeler en son temps. Fidèles amis de Radio Cotonou, nous allons procéder à l'entame de ce numéro de franc-parler, à une clarification conceptuelle afin de vous permettre d'entrer davantage dans l'économie de la thématique du thème retenu que vous savez bien évidemment, inutile de vous le rappeler, c'est bien problématique de la gestion routière au Bénin, analyse des embouteillages et approche de solutions. Je suis avec vous, docteur Isiaka Zimé Lafia. Qu'est-ce qu'on n'entend pas, le réseau viaire par exemple? Et donc, merci monsieur le journaliste. Je crois que vous avez bien fait de passer par ce travail épistémologique pour que nos auditeurs comprennent très bien le champ lexical et également le champ sémantique qui va meubler cette discussion. Et donc, quand on dit réseau viaire, je crois que c'est l'ensemble composé des voies de circulation, c'est-à-dire les rues, les routes, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables d'accès public. Bien entendu, les gens sont beaucoup plus habitués à la voirie telle qu'ils avaient l'habitude de l'entendre depuis les années 60. Il faut reconnaître que c'est pratiquement des mots synonymes, seulement que la voirie fait un peu une extension au niveau des caniveaux, de leur entretien, de l'enlèvement des ordures de la ville et même de l'électrification. Voilà un peu au niveau du réseau viaire ce qu'on peut expliquer. Maintenant également, il faut faire un clin d'œil au trafic routier qui, lui, est un domaine beaucoup plus vaste qui ne peut être cerné en un tour de main. Mais pour l'objectif de notre émission ici, il faut retenir que c'est quand même l'ensemble de la réglementation qui régit la circulation automobile des véhicules, même des piétons, des motos, des tricycles également, qui partagent le réseau routier. Alors, oui, mais quand on évoque des concepts comme l'embouteillage, le bouchon, la congestion. Partons de la même chose? Exactement, nous parlons de la même chose. Ce sont des mots ataviques, tels qu'on a l'habitude de le dire. Ce sont des mots voisins qui signifient la même chose à juste quelques synonymies. Voilà, quelques différenciations près. Sinon, l'embouteillage, les fils routiers, je dirais, ou encore le go-slow, tel qu'on a l'habitude de le dire communément, est un encombrement de la circulation routière
réduisant fortement la vitesse de la circulation des demandeurs de mobilité. Eh bien, vous savez, d'autres disent congestion. Il y a plusieurs types de congestion. Ici, la congestion est plutôt un mot synonyme pour désigner également la même chose que l'embouteillage. Et c'est pratiquement plusieurs types de congestion que nous avons, mais ici nous parlons de la congestion routière. Pour que les gens comprennent, hein, nous avons par exemple la congestion nasale. Quand à la maison un enfant a les narines bouchées, maman dit oui, c'est une congestion nasale. Vous voyez, il y a également la congestion portuaire. Moi je suis un portuaire. Quand le trafic est full, plein, et qu'il y a 1000 véhicules au port, les navires n'arrivent pas à accoster, on parle de congestion portuaire. Il y a également la congestion téléphonique. Tel que vous appelez un parent, mais la ligne est très occupée. C'est aussi une congestion téléphonique. Il y a la congestion hôtelière. Quand vous allez à une mission et que c'est full, il n'y a plus de place. C'est la même chose, de la même manière que la congestion marchande à Tokpa, où jour de marché tout est plein. La congestion hospitalière, quand vous allez n'est-ce pas, à l'hôpital avec un parent malade et qu'il n'y a pas de lit, c'est aussi une congestion. Et je crois que c'est autant de congestion, mais ici nous parlons de la congestion routière. Ça veut dire la congestion qui est synonyme à un flux de trafic routier où les véhicules sont plus nombreux que la capacité réelle de la route qui accueille les demandeurs de mobilité. Avant d'aborder la notion de mobilité, restons, puisque vous étiez dans un exercice de clarification conceptuelle, docteur Isiaka Zimé Lafia, y a-t-il une différence entre les congestions constatées dans les différentes communes du Grand Lukwe? Je veux parler celles constatées à Cotonou, à Abomey-Calavi, à Semek-Podji. Y a-t-il une différence ou Oui, il y a bien une petite différenciation parce que les congestions n'ont pas les mêmes caractéristiques, parce que justement elles n'ont pas les mêmes causes. Si vous prenez la congestion entre Cotonou, Abomey-Calavi et Alada, c'est généralement une congestion causée en grande partie par le trafic portuaire, c'est-à-dire les véhicules qui sont en transit, qui vont vers le Niger, vers les pays de l'Interland, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger et autres. Et donc généralement nous avons environ 1000 ou plus de 1000 camions qui quittent chaque 24 heures le centre de générateur de fret, c'est-à-dire le port de Cotonou, en direction de ces zones-là. Et donc, vous voyez, 1000 camions sur nos routes pour le même tronçon, c'est-à-dire sur le même corridor, ça fait assez. Donc, voici la typologie de cet embouteillage, c'est que ce sont les gros camions et les citernes. Quand vous prenez de côté de Semek-Podji, de côté de Porto-Novo, vous avez les véhicules dits Tokpa qui assurent le trafic dans Tokpa et Porto-Novo. De même que les packs de vente de véhicules de Sekandji qui font, n'est-ce pas, la part belle à l'embouteillage sur ce corridor de l'autre côté en allant vers le Nigeria. Vous avez vu? Donc il y a de petites différenciations, mais ça reste toujours la congestion parce que les individus qui veulent se déplacer n'arrivent pas à le faire aisément. Autrement dit, c'est de la congestion qu'il est question, mais ce ne sont pas les mêmes acteurs qui en sont là, qui en constituent les sources. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes motifs, ce ne sont pas les mêmes caractéristiques. Docteur Zimé, abordons maintenant la notion de mobilité humaine. Ouais. Que doit-on y comprendre? Vous savez, la mobilité de nos jours a plusieurs aspects. Et donc, ici, nous sommes dans la mobilité routière. Sinon, la mobilité humaine elle-même, dans son ensemble, elle a plusieurs axes. Nous pouvons parler de la mobilité hydrique. Quand il y a la sécheresse, il y a la mobilité climatique. Pour les gens qui fuient, n'est-ce pas, les zones arides. Tout ça, c'est la mobilité. Mais là, nous sommes en train de parler de la mobilité humaine qui régit ce que j'appelle la mobilité pendulaire, c'est-à-dire la mobilité de service, pour quitter son lieu d'habitation et aller vers son lieu de travail. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et dans l'acception la plus générale, la mobilité humaine désigne un changement de lieu accompli par un ou plusieurs personnes. Parce que vous savez, de nos jours, les individus et les groupes humains sont confrontés à l'exigence même de la maîtrise de la distance qui sépare leur lieu de travail, n'est-ce pas,
à leur lieu d'habitation, à leur lieu de loisirs, à leur lieu de soins et autres. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de tout ce que vous pouvez comprendre comme mobilité hydrique, mobilité climatique. Même les réfugiés sont dans une forme de mobilité humaine, mais qui est beaucoup plus caractérielle à leur situation de sécurité et autres. Donc la mobilité pendulaire ici, c'est elle qui nous préoccupe, c'est elle qui s'occupe de la mobilité de service, qui fait que chacun doit quitter chaque jour chez lui son domicile pour se rendre quelque part un lieu de travail qu'il appelle son office. Alors, cette mobilité pendulaire désigne les navettes quotidiennes, domicile-travail. Elle concerne également une grande partie de la population active de tous les pays, que ce soit développés ou pays en sous-développement, comme même Cotonou également. L'usage de pluriel, c'est-à-dire les navettes, désigne sur la grande capacité et la grande variété des modes de transport qui régissent, n'est-ce pas, cette mobilité pendulaire. Alors, il y a les distances, les heures de départ, les heures d'arrivée, la sécurité, les bouchons, les feux qui ne marchent pas. Vous avez vu, c'est tout cet ensemble-là qui est mis pour mieux comprendre le transport qui régit la mobilité pendulaire. Parce que le transport, quand même, il faut le rappeler, est une activité transversale qui joue un rôle fondamental dans tout le processus de développement socio-économique de toutes les nations. Donc, il influe ainsi sur toutes les facettes de l'économie, notamment sur la mobilité, la main-d'œuvre, sur le social, sur l'environnement. Le transport routier, comme on a l'habitude de le dire ici, occupe, n'est-ce pas, une place importante dans la mobilité quotidienne des populations. Et le sous-secteur des transports en commun, comme par exemple à Cotonou avec les Tokpa, est le plus important de cette composante. Alors, chaque jour, des milliers de personnes se demandent à quelle heure se vouer, à quelle heure quitter pour éviter les embouteillages. Eh bien, si elles ne vont pas rater leur bus après avoir déposé leur enfant à l'école, si elles ne seront pas en retard pour rencontrer leur docteur, ou encore si elles devaient prendre les transports en commun plutôt que la voiture particulière pour aller au boulot. Bref, quel serait le moyen idéal? Le moyen idéal. Bref, je dirais le transport et la mobilité humaine posent d'énormes questions que nous allons décortiquer ici aujourd'hui. Oui, mais avant de poursuivre, c'est vrai que vous l'avez évoqué quelque peu, les motifs de mobilité dans les grandes villes du Bénin. Vous en avez brossé à Cotonou, à Calavi, à Porto-Novo, à Semek-Boudji. Mais êtes-vous sûr d'avoir évoqué tous les motifs qui justifient la mobilité humaine, puisque vous l'avez si bien dit, quand on prend un axe comme Tokpa, Porto-Novo, eh bien, on distingue les minibus davantage, les minibus. Dit Tokpa. Dit Tokpa, oui. Quand on fait le sens contraire, Tokpa, pour Calavi, c'est vrai, on en compte, mais pas autant que sur quand on prend le sens Tokpa pour Porto-Novo. C'est vrai que les Tokpa sont présents partout, mais est-ce que les Tokpa justifient à eux seuls les motifs de mobilité dans le Grand Lukwe? Non, exactement. Vous savez, la mobilité dans le Grand Lukwe est tellement vaste qu'il ne peut être cerné en un tout de main ici, mais je crois que tel que vous l'avez dit, les Tokpa eux seuls ne peuvent pas justifier ce que vous le dites. Il faut reconnaître que dans le Grand Lukwe, nous avons plusieurs types de mobilité. C'est-à-dire les gens se déplacent énormément. Et la première mobilité, d'abord, je vais nommer, c'est le trafic portuaire, qui est un trafic à double tranchant, c'est-à-dire le transit pour les marchandises qui quittent le Bénin, qui vont prendre les corridors et qui bondent nos artères. Ce qui fait qu'il y a congestion sur ce axe-là. Vous comprenez? Il y a également la part de transit des marchandises au Bénin qui seront versées sur le territoire national. Ça s'appelle la mise en consommation. Ça, c'est les véhicules qui vont dans les grands magasins à Tokpa, à Akpakpa, à Misebo et même dans Datokpa. Ça, c'est une forme de mobilité concentrée dans la zone commerciale Ganri, Tokpa qui quitte le port. Ça empêche également les gens qui veulent aller à Tokpa, à Ganri, dans les zones commerciales pour faire des activités dans les banques, les assurances, les ports et aller même au CNHU. Alors, à part ça, il y a la mobilité de tous ceux-là qui veulent aller se faire soigner. Vous avez vu, là où se situe le CNHU, c'est dans un centre névralgique. Les gens quittent Akpakpa, Calavi, Ouida, Soava, Ganri, partout pour aller là-bas. Et les gens
ont du mal à s'y rendre par rapport à quoi? Et aux ambulances qui parfois vous les voyez bloquées dans des situations vraiment très complexes où les gens manquent de courtoisie pour les laisser aller et ça fait froid au dos. Ça, c'est une forme de mobilité également que les gens ne voient pas, c'est-à-dire ce n'est pas directement visible. Vous avez également la grande mobilité de notre centre, le grand centre commercial qui est dans Tokpa. On ne peut pas vous dire aujourd'hui exactement les personnes qui s'y rendent chaque matin, mais c'est plus près de 900 millions de CFA de chiffre d'affaires. Donc vous qui s'en va bientôt disparaître. Qui s'en va bientôt disparaître. Enfin pas disparaître, mais déplacer, délocalisé dans le cadre d'un grand aménagement de la rupture que tout le monde apprécie bien, même si ça ne marche pas. Et cela pourrait impacter sensiblement la mobilité. Ça fait partie des recommandations d'ailleurs que nous sommes en train de faire et que nous allons voir. On va y revenir à la fin de cette émission. Donc, également, vous avez Cotonou qui a la plus grande plage, je dirais. Et donc, il y a la mobilité touristique que les gens ne voient pas. Et donc, cette mobilité touristique qui s'explique par le fait que même samedi, dimanche, les week-ends, vous tombez dans des bouchons et les gens ne comprennent pas. Mais écoutez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous allons au boulot, nous tombons dans des bouchons. Comment peut-on expliquer que le week-end, les gens ne vont pas au boulot directement parce qu'on a les heures de travail et qu'on tombe encore dans les bouchons? Ça, c'est la preuve palpable de la mobilité touristique. Parce que les gens vont à la plage. C'est vrai que parfois, quand on sort un week-end et que c'est bourré de toutes parts, on a du mal à se l'expliquer. Voilà. C'est samedi, c'est samedi soir, voilà. C'est dimanche. Les gens ne comprennent pas. Soit les gens vont à ce qu'on appelle, entre griffes chez nous ici, à Gore, des cérémonies, ou soit c'est à la plage. Vous serez surpris de voir des milliers de personnes à la plage, surtout quand les téléphonies mobiles essaient d'organiser des activités d'éclat, de grande ampleur à la plage. Vous avez également et surtout la mobilité administrative qui est même l'épine dorsale de la mobilité pendulaire. Et à ce niveau, vous savez très bien, nous avons à Cotonou pratiquement toutes les grandes banques, nous avons toutes les maisons d'assurance, nous avons les institutions internationales, nous avons également les institutions d'État, nous avons les ambassades. Donc cette surconcentration des institutions justifie en partie la mobilité et la congestion à plus de 50%, parce que ce que je voudrais expliquer, ce n'est pas le temps qui nous a imparti, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Cotonou est une ville administrative qui est limitée sur le plan géographique. Cotonou est installé sur des cordons littoraux qu'on appelle le sédimentaire côtier, c'est-à-dire un sol hydromorphe qui ne permet pas une extension des habitations. Vous savez, c'est entouré de bas-fonds. Tout le monde le sait. Donc, du point de vue installation, aujourd'hui, Cotonou est saturé. Vous avez vu? Et donc, de cette position, Calavi est une cité dortoir. C'est-à-dire un plateau où le sol est bien stable, vous avez vu, qui accueille des habitations et qui est favorable à l'installation humaine. Et donc, les gens ont transformé Abomey Calavi en une cité dortoir d'où ils quittent chaque matin pour venir à Cotonou, qui est un centre commercial, un centre économiquement très stratégique. Il y a l'aéroport, il y a l'hôpital de référence, il y a les ambassades, tels que je l'ai dit, tous les ministères. Tout s'y trouve. Tous les ministères, à l'exception, bien entendu, du ministère des enseignements maternels, qui est à Porte-Novo, et le ministère de la Santé qui est à Kpakpa. Vous avez vu? Et donc, c'est une ponction que Cotonou fait de toutes les populations actives de Calavi chaque matin, qui font une migration pendulaire pour se rendre, n'est-ce pas, à Cotonou et travailler. Et vous savez, le problème, c'est que c'est à la même heure que tout le monde quitte, ce qui fait que nous nous bousculons. Et c'est à la même heure, à partir de 17h, nous faisons un effort pour rejoindre nos domiciles. Et donc, cette migration pendulaire explique les nœuds qui se forment et qui expliquent les bouchons quotidiens, les bouchons, je dirais, de manière matinale ou même vespérale qu'on remarque chaque jour et qui nous font perdre du temps et de l'argent. Justement, on peut parler de perte de temps, perte d'argent, on va y revenir. Il n'y a pas que ce type de perte, il y a aussi l'impact sur la santé et sur l'environnement. Oui, nous y reviendrons. Nous y reviendrons en son temps. On poursuit, docteur Zimela Fia. Un mot sur les transports des actifs de la mobilité, les modes de transport des actifs. Oui, et effectivement, vous savez, de manière classique, nous avons 4 modes de transport.
le maritime, l'aérien, le terrestre et le ferroviaire. Et donc, au Bénin, actuellement, le transport qui est le plus développé, c'est le terrestre, sous différentes formes. D'accord? Et sur ce terrestre, vous voyez, les gens utilisent beaucoup la marche à Cotonou. Ce n'est pas remarquable. De moins en moins. Hein. Mais les gens utilisent beaucoup la marche sur de petites distances, c'est-à-dire entre 1 et 3 km parfois de leur domicile pour aller à un point de départ où ils peuvent trouver un bus, un taxi ou un ZEM, parce que les ZEM sont réputés pour faire du détail, aller dans les vents. Donc, il y a essentiellement le mode que les gens utilisent, c'est le mode terrestre. Et vous savez, dans ce mode, il y a, je dirais, beaucoup d'autres aspects à évoquer, comme par exemple la voiture particulière que les gens utilisent dans ce mode terrestre. Il y a les taxis. Et au niveau des taxis, vous avez Benetassi qui a fait ses preuves depuis un certain nombre d'années. Et bien d'autres. Et bien d'autres, Uber et autres. On ne va pas leur faire de la promo gratuite. Et effectivement, on ne va pas leur faire la promo gratuite. Et effectivement, il y a maintenant, dans ce mode terrestre, la place prépondérante pour les minibus. Topa Topa. Les gens en décrient trop. Il y en a, en Côte d'Ivoire, vous allez entendre que c'est les Baka. Au Sénégal, ils ont plusieurs noms, c'est Djangadjaï, ainsi de suite. Et donc, chacun a son mode opératoire. Et donc, c'est eux qui assument l'essentiel du transport terrestre en commun. Semi-commun, parce que c'est des bus qui ne peuvent pas prendre plus que 18 personnes. Alors, à partir de là, vous avez également les bus d'une société que je ne veux pas appeler ici, qui avait commencé le 27 août 2012 avec 52 bus pour assurer 4 lignes, et essayer de voir comment déposer les gens et les ramener, mais ça n'a pas fait long feu, ça s'est arrêté. Maintenant, il y a également le transport fluvio-lagunaire qui existe dans le Grand Nokoué, mais peu développé et peu utilisé, parce que bon, vous avez vu, les gens ne se sentent pas trop en sécurité dans ce mode de transport fluvio-lagunaire, et généralement c'est utilisé dans de petits espaces comme par exemple à Soava, à Ganvier, où les gens empruntent ce mode de transport pour se rendre dans les berges lagunaires de Tokwa, faire le marché et venir vendre des produits de leur coin. Donc voilà essentiellement les modes qui sont utilisés, mais il faut reconnaître, qui nous intéresse, il faut reconnaître dans ce qui est de notre thématique. C'est le transport terrestre avec toutes ses formes, c'est-à-dire moto, parce que c'est sur la terre également, la voiture et autres. Bien sûr. Mais on évoque, on incrimine plus ou moins les Topa, mais ne sont-ils pas censés fluidifier quelque peu la circulation, puisque, vous l'avez dit, ils en entassent près d'une vingtaine dans un bus. Normalement, ça devait impacter la circulation positivement. Mais c'est tout le contraire que l'on constate. Il faut reconnaître que les Topa font un bon boulot en termes de la mobilité des actifs demandeurs. C'est-à-dire ceux qui veulent s'y rendre d'un point A à un point B. Ce que l'on incrimine aujourd'hui au niveau des Topa, c'est leur réorganisation. Parce que il faut qu'ils arrivent à appliquer ce que moi j'appelle les aspects réglementaires, juridiques et le cadre, n'est-ce pas, qui puissent bien les encadrer. Parce que les Topa, figurez-vous, la plupart n'ont pas de permis de conduire. D'abord, c'est un fait extrêmement grave. C'est pourquoi d'ailleurs, quand ils font des cas d'accident, ils disparaissent. Moi, j'en ai connu. Et donc, ils font des impairs, ils entassent. Ils n'ont pas de ceinture de sécurité. Vous avez vu, c'est justement pour ça, depuis un certain moment, la police essaie de les sensibiliser pour dire, ben, écoutez, n'entassez pas les gens. Plus que la capacité du véhicule, il peut y avoir des problèmes pneumatiques, il peut y avoir des dérapages. Essayez de voir. Sinon, ils font un bon boulot, seulement qu'il faut les encadrer. Et, généralement, et vous voyez très bien, dans la circulation, les Topa, ils ont du mal à respecter le code routier. Il y en a qui sont très bien respectueux des principes fondamentaux, tout ça, mais parmi eux également, il y a beaucoup qui vraiment, ils ont leur code à part, si on peut le dire de manière péjorative comme ça. Donc, c'est les gens, il faut débordent d'arrogance. Ils débordent d'arrogance, ils ont des propos désobligeants, voilà, ils peuvent se mettre en sens interdit. Quand le policier dit double fil, ils font 3 fils, ils défient. Vous avez vu? Donc, il faut un bon boulot, seulement qu'il faut encadrer, réglementer et aller dans un cadre juridique beaucoup plus performant pour avoir des mesures coercitives et les amener à respecter la réglementation routière, le
code de bonne conduite et également de bon sens pour préserver des vies qui sont en train de transporter. Dès lors qu'on aura abordé les solutions à proposer, eh bien, vous aurez à nous faire une série de propositions et c'est là qu'on verra si on pourra quelque peu tordre le cou à notre ego et opter pour une covoiturage. Nous n'y sommes pas encore, docteur Zimé Lafia. On poursuit. Quels sont les éléments caractéristiques, selon vous, de ce dysfonctionnement dans les autres, parce que je constate que nous restons davantage à Cotonou, mais nous prenons en compte, vous le savez, le Grand Nokoué. Quels sont les éléments caractéristiques de ce dysfonctionnement du trafic routier dans les autres communes, à savoir Semepoji, Calavi? Qui dit Calavi dit en partie Cotonou, ouais. parce que quand on se déplace de Calavi, c'est pour la plupart du temps c'est pour Cotonou, pour venir au boulot, service, dans son atelier. Distinguez-vous d'autres types de caractéristiques qui justifient le phénomène? À proprement dit, non, parce que qui décrivent le phénomène. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord la même caractéristique, le bouchon. Et le bouchon, ce sont les mêmes éléments. Les mêmes éléments avec les mêmes facteurs. Ça veut dire quoi? Soit c'est topa, véhicule particulier ou gros porteur. Et tel que je l'ai dit, la congestion dans le trafic routier est un fait voulu. Voulu, oui, par parfois erreur humaine, voulu parfois par la désinvolture, par la volonté manifeste de ne pas se conformer à la réglementation. Donc c'est ce qu'il y a de commun. Donc c'est d'abord humain. C'est d'abord humain avant d'être matériel, avant d'être institutionnel ou avant d'être autre chose. Donc c'est ce qu'il y a de commun, c'est-à-dire c'est l'humain qui est en train d'agir dans tous les axes dont nous parlons, que ce soit du côté de Semepoji, de Calavi, de Cocotomé, sur la route de pêche, vous retrouverez toujours des Béninois. Il y en a qui respectent, il y en a qui ne respectent pas. Et quand il y a un impair tout à l'heure et qu'il y a blocage, vous avez vu, vous, en tant que bon citoyen qui respecte la réglementation, qui veut faire preuve de bonne éducation, vous tombez dans les conséquences de l'erreur qu'un compatriote vient de commettre. Mais quand on considère ces différentes communes, docteur Zimé Lafia, il tombe bien sous le sens que l'on ne note pas le même nombre de carrefours, on ne note pas le même nombre de feux tricolores, on ne note pas non plus la même qualité d'infrastructure routière quand on quitte à Bomé-Calavi pour Semepoji. Il y a une différence de caractéristiques à ce niveau. Est-ce que cette différence ne joue pas un rôle dans ce type de bouchon qu'on pourra constater quand on passe d'une commune à une autre? Bien entendu que la caractéristique du réseau routier joue beaucoup sur les aspects d'embouteillage. Parce que moins le réseau est densifié et plus il est exposé aux bouchons. Ça, si vous voyez, si vous prenez l'axe Cotonou, Semepoji, vous avez vu, jusqu'à tout récemment, c'était l'axe principal pour aller à Porte-Nouveau. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans les vents pour chercher autre voie de contournement. Et donc, quand il y a un problème au carrefour, au NAB, vous le sentez tout à l'heure jusqu'à l'ancien pont. Vous avez vu, si c'est au carrefour Toundé, carrefour Le Bélier, PK10, tout est systématiquement bloqué. C'est un peu comme quelqu'un qui quitte à Porte-Nouveau et que sur le pont, il y a un souci. Tout est littéralement bloqué parce qu'il n'y a pas de route de contournement. Voici un peu la caractéristique de ce axe-là. Mais quand vous prenez l'as de Calavi, nous sommes un peu dans la même configuration avec le pont de Godomé sur le lac Djonou. Parce que Ouedonou, c'était pratiquement un pont à double sens qui a été restructuré il y a peu. Mais vous voyez, ce pont a déjà atteint ses limites en termes de capacité de trafic. Et donc aujourd'hui, la configuration qui fait la différence de Calavi, c'est que nous avons connu la construction de la route de Kota qui passe par Révier, Cocotomé, d'accord, qui est une alternative aujourd'hui, qui permet aux gens de faire ce contournement-là et passer par Godomé pour rallier très probablement par la route de Cotonou, sans pour autant passer par
étoile. Vous avez vu également, il y a d'autres petits contournements qui ont été faits grâce aux travaux des PAG. Vous verrez par exemple au niveau du stade, vous voyez derrière le centre de santé des policiers, c'était, depuis que moi j'ai connu Cotonou, c'était une zone pratiquement hostile, impraticable. Vous partez de là. Aujourd'hui, même à 0 heure, tout est électrifié, il y a des pavés partout. Donc, viabilisé. Donc, quand les gens veulent éviter, par exemple, le bouchon de CFAO, déjà arrivé juste après le stade, ils bifurquent par là, ils contournent et ils peuvent venir par Fifadji pour rejoindre Cotonou, comme ils peuvent venir rejoindre par un autre accès, comme également ils peuvent prendre par Agla, ce qui n'était pas praticable. Ils prennent par Agla, par la zone du commissariat, par la maison des jeunes de Agla, ils tombent de l'autre côté des pavés de Agla et pratiquement ils peuvent aller sur la route des pêches, ils peuvent revenir sur Cotonou tranquillement. Ces alternatives, il y a peu, n'étaient pas assez développées, ce qui fait que l'as central qui passe de Calavi et de tous les carrefours du stade de l'Étoile était le seul as que les gens empruntaient et puis ça nous mettait dans ces histoires de bouchons. Donc en termes de différenciation ou de différenciation en termes de caractéristiques des réseaux routiers sur ces deux as-là, voici ce que je peux dire pour montrer que bon, depuis un certain temps des efforts ont été faits, même à Akpakpa aujourd'hui, vous avez des routes de contournement qui ont été réalisées. Vous prenez devant la roche, il y a un nouveau goudron qui va tout droit jusque pratiquement vers la zone de Haïsé avant de retourner sur le goudron. Ça n'existait pas, c'était de bas-fond et de l'eau. Très bien. Et malgré ces efforts de bitume, de voies asphaltées, vous savez, par le passé, il y avait des rues qui servaient d'échappatoire. Quand il y a de bouchons partout, on avait la possibilité de prendre peut-être le pavé de Nokoué. Voyez-vous, derrière le stade de l'Amitié, c'est vrai, ce n'est pas la route la moins encombrée, mais c'est mieux. C'est plus ou moins fluide que la route principale. C'est vrai. Mais le constat ces dernières années, je dirais même ces derniers mois, que il y a presque plus de routes non encombrées. Elles sont toutes bourrées. Qu'est-ce qui l'explique? La première cause fondamentale est d'abord la pression démographique. Ça, il faut le reconnaître parce que la population béninoise double chaque 25 ans. Ça, ce sont des données. Alors, vous imaginez, il y a une explosion démographique. Et avec la crise économique depuis pratiquement 5 ans, 10 ans et autres, Cotonou est devenu le centre névralgique, disons, la terre d'asile de tous les demandeurs d'emploi. Vous avez vu? Et donc, il y a ce que j'appelle cette migration qui fait que les gens quittent toutes les contrées, d'accord? Les gens quittent toutes les contrées pour rallier Cotonou et venir chercher de l'emploi, ce qui est normal, parce que c'est la capitale économique. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre réseau routier est dépassé par ce flux humain qui déferle sur Cotonou. Ça, c'est clair et il faut le reconnaître, c'est à noter. Et donc, je crois que si nous faisons cette conclusion, il va falloir prendre des mesures. Et ces mesures, c'est de revoir les dimensionnements des routes, c'est de revoir la largeur des routes, c'est de revoir également la création des routes de contournement telles que j'ai l'habitude de le dire, les RER, c'est-à-dire créer des contournements pour relier les régions entre elles sans pour autant passer par le centre-ville. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aussi, est-ce que l'État central ne pourra-t-il pas se doter d'un programme de gestion routière avec une vision prospective sur, je dirais, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ne serait-ce pas plus fiable que de casser les routes à longueur de semaine, tel qu'on constate, où on ferme presque toutes les voies secondaires de Godomain qui débouchent, vous le savez bien évidemment, les voies secondaires qui passent par Godomain, qui débouchent sur les nouvelles routes asphaltées qui contournent la clinique Biosso et autres.
ces voies débouchaient facilement, permettaient facilement aux populations de rallier la route principale via le pont de Djonou. Mais tout cela a été bloqué par le nouveau dispositif mis en place par la police républicaine, toujours pour fluidifier, bien évidemment. Mais le constat est que ça ne résout pas en tant que tel le problème des citoyens. Ça ne diminue pas le calvaire des citoyens. En tant que spécialiste, quelle lecture faites-vous de cet état de choses? Pourquoi ferme-t-on toutes les ruelles secondaires dans quel but? D'abord, il faut reconnaître que le problème des infrastructures liées à la mobilité humaine est une question cruciale pour tous les gouvernements du Bénin, parce que la population est galopante, il faut prendre des mesures. Alors, ce que vous venez d'évoquer relève de ce que j'appelle les questions de politique publique. Alors, au niveau des questions de politique publique, vous savez, le citoyen lambda ne peut pas être trop dans le secret des dieux pour comprendre qu'est-ce qui a motivé la prise d'un certain nombre de décisions. Vous venez de parler de la police républicaine. Moi-même, ça... Oui, mais il ne peut... Oui, j'en viens, parce que vous voyez, c'est comme par exemple, un jour, moi, je devais amener un malade à Biosso, et comme ça, dans la folie, en voulant rentrer, le policier a dit niet, que je ne peux... Il y avait des chicanes qui sont là, je comprends. Et donc, ça... c'est la police elle-même qui peut expliquer de manière fondamentale pourquoi elle prend cette disposition, pourquoi elle met des codes pour... Mais quelle analyse scientifique peut faire le chercheur? L'analyse scientifique, c'est pour éviter que les gens bifurquent. Vous voyez, quand vous venez de Calavi et que arrivez par exemple au niveau de l'intersection juste après le pont, on vous oblige à aller tout droite, c'est pour vous dire que en réalité, dans l'architecture de cette route, il ne devait pas y avoir carrefour là. C'est-à-dire, si vous voulez tourner, que vous avez quitté Biosso, il faut aller d'abord sous l'échangeur là-bas avant de revenir du côté investadé, du côté du marché de Godomé. C'est le message implicite qu'il donne. Et vous voyez, quand c'est comme ça, chacun est dans son couloir, ça leur fait moins de boulot, ça leur fait moins de congestion. Et moi, je ne crois pas que c'est si mauvais que ça. C'est des dispositions en prélude d'un certain nombre de travaux qui sont en train d'être aménagés, qui sont en train d'être entrepris pour le bien-être des populations et pour l'amélioration de la mobilité. Et vous allez remarquer que cette même police, depuis un certain temps, a changé positivement. Avant, quand vous tombez en panne sur cette route-là, pour éviter la congestion, le policier vient, il prend votre pièce et il tourne dos. À vous de vous débrouiller. Aujourd'hui, vous voyez des policiers qui se rapprochent, n'est-ce pas, de la personne qui est en panne et on l'aide d'abord à faire quoi? À dégager. Et ça, c'est positif en tant que valeur républicaine. C'est vrai. Et vous allez voir également quand, même si c'est une personne qui est au bord de la route, elle veut traverser, on l'aide à traverser la route. Le policier arrête systématiquement la circulation et l'aide à traverser ça. Ça, c'est le rôle même de la police républicaine. Et quand il y a un accident tout à l'heure, vous voyez, eux tous se mobilisent et dans les 30 minutes, la police arrange pour que ça quitte. Avant, c'était des choses auxquelles on n'est pas habitué. Et je crois que pour répondre à votre question, toutes les dispositions qu'ils prennent pour barrer telle ou telle route rentrent dans le cadre logique de la fluidité, de la mobilité et également de la sécurisation des actifs demandeurs qui sont sur la route pour aller à leurs différentes occupations. Maintenant, pour les routes de déviation dont vous êtes en train de parler, je crois également, je ne suis pas dans le secret des dieux du programme gouvernemental, mais j'ai la foi que c'est toujours dans le but d'améliorer un certain nombre de choses, parce qu'on ne fait quand même pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut prendre un certain nombre de dispositions en amont et en aval pour la bonne réussite des travaux, afin que les riverains, chacun puisse rentrer chez lui. Et puisque j'ai en face de moi un sociologue, je ne saurais ne pas lui poser la question qui l'amènera peut-être à étendre sa lecture au-delà des frontières du Bénin. Pensez-vous que le phénomène elle-même, dans la sous-région, ou ailleurs, ou au-delà du continent? Oui, je comprends très bien votre question, mais il faut reconnaître que chaque pays, chaque groupe socio-culturel a d'abord sa vision de la chose matérielle. Et donc, de ce fait, au Bénin, la possession d'une voiture, d'un véhicule est considérée comme la preuve d'une réussite sociale. La preuve d'une réussite sociale. Pas d'une nécessité de sécurité et autres. C'est d'abord la première mentalité de tout Béninois. Une belle confusion. Une belle confusion. Et si Ce vous voulez... devrait être la nécessité.
Voilà. Et non signe de réussite sociale. Signe de réussite sociale. Si vous voulez faire le parallélisme, je prends déjà avec, comment dit-on, l'Europe, que moi j'ai eu la chance de visiter. Vous voyez, un directeur de société qui vient et qui gare son véhicule à 3 km de son lieu de travail, qui marche pour venir à son lieu de travail. Ou soit, il prend le TGV ou le tramway jusqu'à un certain niveau et il prend un taxi pour aller où il gare son véhicule à un parc communal ou à un parking municipal quelque part. Aujourd'hui, ici, vous n'allez pas avoir ce genre de comportement. Parce que quelqu'un qui a le véhicule, il est toujours à véhicule. Parce qu'il craint un jour, ah, tonton, où est votre véhicule là? Parce qu'on l'a vu sur moto ou à pied et ça crée un complexe. C'est une vérité. Ça, c'est la lecture sociologique que vous avez demandé. Aujourd'hui, pour mieux comprendre, Monsieur Davor, pour mieux comprendre, vous allez en Asie par exemple, il y a des universités dans lesquelles c'est à vélo. Il est interdit d'amener un moyen de déplacement motorisé. C'est à vélo. Même professeur titulaire d'université, il vient à vélo, il gare son vélo, il donne le coup, il part. Il prend le bus, il s'arrête quelque part et ils ont leur place. Ou soit il prend le TGV, il s'arrête quelque part, il donne le coup. Ça, c'est une exigence. Non seulement pour protéger l'environnement, mais aussi et surtout pour donner le bon exemple à la postérité. C'est-à-dire aux enfants qui nous observent faire. C'est un niveau d'éducation. C'est un niveau d'éducation. Ça, je suis en train de faire le parallélisme entre ce qui se passe d'abord en Europe, parce qu'en Europe, ils ont un système de mobilité très complexe qui combine les TGV, les tramways, les trottinettes électriques, les vélos municipaux, les taxis Uber, tout ça. Et vous avez une multitude de systèmes qui sont intégrés pour faciliter la mobilité de l'individu. Vous avez vu, ici, c'est difficile. Si on regarde la société selon laquelle, chacun veut avoir son véhicule. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour mieux comprendre, Monsieur Davor, cette problématique de l'embouteillage, il faut comprendre cette mentalité du Béninois qui considère qu'avoir un véhicule est une preuve de réussite sociale. Et à un certain niveau, vous voyez le culte de l'individualisme aussi. Le culte de l'individualisme qui fait que les gens n'arrivent pas à accepter ce que j'appelle le covoiturage. Vous avez dans une même maison des colocataires qui sont tous à Calavi, 5 personnes, mais ils travaillent tous à Ganri. Qui viennent tous au boulot. Et chaque matin, vous voyez chacun au volant, au bord de son véhicule. Chacun au volant. Donc ça fait 5 véhicules. Seul au volant. Et brûler le même nombre de carburant, le même nombre de litres de carburant. Donc ça, ce n'est pas de leur faute. Je dirais que c'est une déformation de notre société qui s'est transmise de génération en génération et qui s'est même transformée en règles de bonne conduite, de cohabitation et en règles de réussite sociale. Mais c'est petit à petit, si nous voulons faire cette analyse comparative des données sociologiques entre l'Asie, l'Europe et autres. Moi, j'ai fait le monde arabe également. Chez eux, ce n'est pas la même chose. Vous voyez des gens ils marchent beaucoup et prennent beaucoup de taxis. Vous voyez quelqu'un qui a son véhicule, il vient, il est propriétaire du véhicule et il gare le véhicule et il prend une trottinette électrique, il monte pour continuer parce qu'il y a des aires protégées dans lesquelles on ne peut pas amener le véhicule. Ici, au Bénin par exemple, nous n'avions pas ces compartiments qui obligent les gens à garer cette restriction qui oblige les gens à garer leur véhicule quelque part parce qu'ils savent que à partir de tel niveau, on ne doit pas amener un véhicule. À partir de tel niveau, ce sont les motos qui doivent aller. À partir de tel niveau, c'est vélo. À partir de tel niveau, c'est une aire protégée, c'est un espace vert où c'est forcément à pied qu'on doit aller pour prendre l'air, pour se reposer, pour se ressourcer, pour libérer les toxines, pour libérer les CO2 inhalés et prendre de l'air naturel, ainsi de suite. Ces systèmes-là n'existent pas d'abord. Et je crois que, ma foi, c'est petitement que nos municipalités... Je pense qu'on va devoir s'y intéresser. Nos responsables feront tout possible petitement pour comprendre, n'est-ce pas, que c'est une nécessité de santé publique que d'avoir des jardins, des espaces verts. C'est pourquoi moi, j'apprécie beaucoup cette initiative de notre président qui a créé déjà beaucoup d'espaces verts. Les gens ne comprennent pas l'utilité de cela. Quand vous voyagez, vous quittez le Bénin, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes dans un village, même à Cotonou. Je vous dis la vérité. Mais si vous revenez, vous avez de l'ambition. Vous voulez vraiment que votre milieu
ressemble à quelque chose de viable, quelque chose de beau que vous avez vu ailleurs. Et c'est en ça, je crois, que nous devons avoir de l'ambition et aller dans ce sens-là. Avant de poursuivre, je suis tenté de vous poser une autre question un peu osée. Pensez-vous qu'un jour, que le Béninois ordinaire puisse être arrivé à nourrir cette mentalité que vous venez de décrire dans ce parallélisme formidable que vous venez d'établir entre le phénomène ici, dans la sous-région et dans le reste du monde, et qu'un jour, qu'on puisse être amenés tous à l'unanimité, peut-être à dire que les jeudis, par exemple, tout le monde ira au boulot à vélo. Oui. Ça, je vous comprends, mais... J'ai choisi un jour au hasard. Je comprends, nous sommes dans un état de droit et un état démocratique. Et je crois que pour des initiatives de gens, il faut que ça passe soit d'un décret présidentiel ou d'une loi, je ne sais pas, et que ça soit quand même légiféré et que ça soit, n'est-ce pas, nos honorables députés. Et je pense que cela n'aura rien d'une sanction. Au contraire, ce serait vu comme de la dictature si éventuellement ça ne prend pas le circuit normal. Parce que c'est une disposition qui doit avoir, n'est-ce pas, des mesures coercitives si nous voulons que ça soit un succès. Vous savez, le Béninois ne comprend que le langage de la sanction. Le Béninois ne comprend que le langage de la sanction. Pas toujours. Oui, ben écoutez, dans la grande majorité, quand vous allez avec des mesures douces, croyant que bon, l'éducation de celui que vous avez en face permettra de comprendre le fond de ce que vous dites, ce serait un peu difficile de faire passer. C'est pourquoi il faut aller avec le bâton et la carotte pour que ça puisse aller. Et je crois, pour comprendre à fond ce que vous êtes en train de dire, il urge de comprendre un certain nombre de caractéristiques de notre société. Ça, c'est très important. Et c'est là, je voudrais essayer de partager avec vous une étude que nous avons faite en 2019 sur le comportement du Béninois lambda, n'est-ce pas, sur la route. Nous avons fait cette enquête-là qui a porté sur 365 usagers de la route répartis en 13 stations. Et vous voyez, stations, c'est-à-dire des points d'arrêt. Et cette enquête a porté notamment sur plusieurs aspects de la mobilité, n'est-ce pas, le taux de motorisation, c'est-à-dire le nombre de véhicules que tu possèdes dans ton foyer et autres. Eh bien, vous imaginez, nous avons obtenu le résultat suivant. 38% des 365 personnes possèdent un véhicule. Vous voyez, les foyers qui possèdent jusqu'à 2 véhicules sont de 26%. Les foyers à 3 véhicules, 23%, les foyers à 4 véhicules, 4%, et il y a des foyers de 5 véhicules et plus. Ça m'a intéressé. Quelle conclusion avez-vous tiré de ça? Regardez, la conclusion que nous avons tirée est quoi? Tout à l'heure, vous venez d'expliquer l'individualisme dans la circulation. Ça montre qu'un foyer où nous avons 5 véhicules et plus, comment ça s'explique? Et j'ai posé la question, et dans ce foyer, c'est moi-même qui ai mené l'enquête, j'ai remarqué que le père de famille a 2 véhicules, un véhicule plaque bleue, un véhicule personnel. Madame aussi un véhicule plaque bleue, un véhicule personnel. Vous avez vu, il y a un véhicule maintenant pour amener les enfants à l'école. Il y a un 6e véhicule qui est là. Et par curiosité, j'ai demandé, on dit non, que ça c'est pour les longs voyages. Vous imaginez? Et dans cette famille, par exemple, le matin, papa est à bord de son véhicule seul, maman est à bord de son véhicule seul. Peut-être que c'est un seul enfant avec son chauffeur, eux-mêmes, ils sont dans leur véhicule. Qu'on dépose le temps que... Une famille ça fait... Le chauffeur hume l'air tout le temps, le temps que l'enfant sorte encore de l'école. Non, si c'est la vie qui leur accorde cette providence, on n'a pas à y être contre. Seulement, je dis, bon, voilà, une famille de 3 personnes qui met 3 véhicules en circulation un matin. Donc ça explique un peu l'état d'âme et également les conditions. Il peut en avoir autant. Il peut en avoir autant. Et donc, nous sommes intéressés pour voir le profil de ces 365 personnes qui ont été enquêtées. Et parmi ce profil, nous avons remarqué qu'il y a les APE à hauteur de 42%, les gens du secteur privé, c'est-à-dire les banques, les assurances et autres, 33%. Et nous avons eu, n'est-ce pas, les libéraux, les avocats, les architectes et autres, autour de 4%, les opérateurs économiques, 6%, les artisans, 8%, les étudiants, 2% et les autres. Et donc, quand vous avez regardé tout ça, ça montre la composante même et la réalité que nous vivons. Et les moyens qu'ils utilisent, la moto est à 39% pour tout ceci. Les véhicules particuliers, 20%. Les EM assurent
13%, les Tokpa à 11%, et le reste, c'est l'état civil, les plaques bleues, les institutions, les ONG et autres. Et donc, cette étude nous a montré de manière synoptique un tableau qui montre les réalités de nos problèmes en termes de mobilité, en termes de quoi? En termes de bouchons qu'on a, en termes de congestion routière. Parce que si on a l'individualisme, on ne peut que aller à ces résultats-là. Et il faut aussi incriminer quelque part la responsabilité de l'État qui doit œuvrer beaucoup pour améliorer les transports en commun. La solution de tout ça, ce sont les transports en commun. Les États dont j'ai parlé ici en Europe ou, n'est-ce pas, au Japon, c'est des gens qui ont su développer de manière extraordinaire les transports en commun. Les gens achètent. Nous avons déjà les infrastructures pour. Si c'est pour le transport en commun, les bus. Nous avons des infrastructures. Pas les infrastructures exiguës ou qui ne peuvent tenir qu'un seul véhicule. Il faut avoir des boulevards comme celle. Monsieur Davos, ce que nous avons déjà. Comme ce que toi, par exemple, l'Amazon, il faut avoir de ces boulevards. Oui, nous n'avions plus d'espace pour le faire, malheureusement. Ça n'a pas été facile déjà d'élargir la route de Calavi sous le régime de Yahi. Vous savez, c'était une route d'à peine 8 mètres que moi j'ai connue quand je suis venu à Cotonou après le bac en 2005-2006. Et après, ils ont élargi. Mais vous savez, avec l'élargissement qui est là déjà, c'est déjà dépassé par rapport au flux qui doit y passer. Et ça va de jour en jour. Et cela va croître davantage. C'est ce qui me faisait parler de vision prospective. Il y a l'explosion démographique. Et je vous confie quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes là. Dans 100 ans, s'il y a la santé, les gens vont quitter Boycon pour venir au boulot ici. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conurbation, c'est-à-dire l'extension des cités, c'est-à-dire la jonction des cités plutôt de par leur extension. Vous avez vu, il y a quelques années, si vous demandez à nos doyens, à nos anciens, ils vont vous dire qu'ils ne savaient même pas que les gens allaient habiter Godomé. Aujourd'hui, vous voyez juste là où les gens sont. Les gens quittent Glodjigbe, Sekou, Alada pour venir au boulot à Cotonou, ce qui voudra dire que ça commence à être une réalité. Et d'ici peu, que ce soit Zinvier, Révier, Zé, Soava, Alada, tout ceci connaîtra une conurbation, c'est-à-dire une jonction de par l'extension des petites cités et des centres urbains qui s'y trouvent. Et donc, la vision prospective dont vous parlez exige déjà, à partir de maintenant, que des solutions à court, moyen, long terme soient envisagées dans le cadre certainement de partenariats public-privé pour commencer à voir comment amortir, comment résorber ce flux, cette explosion démographique qui va avec tous les corollaires de demande d'emploi, d'insécurité, vous avez vu, d'exiguïté de nos routes et autres, pour la capitale économique qui n'est pas élastique. Elle reste toujours Cotonou dans cette dimension encadrée par les bas-fonds, par la plage de l'autre côté. Et nous voulons tous y venir, chacun veut venir essayer sa chance. Et je crois qu'à partir de ce moment, il faille se lever tôt, il faille chercher des fonds. Et comme gouverner, c'est prévoir, je crois qu'avec les gouvernements qui vont se succéder, les mesures seront prises pour que nos postérités, nos enfants et autres soient dans de meilleures conditions de mobilité. Docteur Zimé Lafia, nous aurons à aborder maintenant les conséquences socio-environnementales de la congestion ou de l'embouteillage. Puis après, vous partagerez avec nous les approches de solutions face au phénomène d'embouteillage. Mais avant, il me plaît d'inviter les amis auditeurs à opiner, à apprécier déjà cette première partie de l'émission, cette première partie de votre développement. Je vais le rappeler rapidement les deux numéros à composer, bien évidemment. C'est le 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Et Hilaire Aguemont lève sa main droite, signe qu'il vient d'installer déjà le tout premier auditeur. Bonjour, cher ami. Bonjour, mes chers amis. Comment peut-on vous appeler? Moi, je m'appelle Idrissou Liamedi Koumayon, je vais bien. Idrissou Liamedi Koumayon. Oui, je salue votre invité. Et vous savez, sur les routes et les autoroutes, il faut être très attentif aux panneaux de signalisation et bien penser qu'on n'est pas seul dans la rue. Il faut aussi avoir le souci
souci de la sécurité. Je vais rapidement à mes questions. Pourquoi il n'y a pas de découpage de chaque zone ou de chaque commune? Pas de panneaux d'indication, pas de couloirs de circulation. Des routes ne parlent pas au Bénin. Il n'y a pas de ligne horizontale, discontinue et continue, des flèches et autres. Il n'y a pas de bonne d'appel téléphonique, bande d'arrêt d'urgence et bonne kilométrique, bouche d'incendie et de repos, entrée de sortie et je dis bien entrée et sortie d'une route. Il faut un dépliant pour indiquer chaque zone et mettre à la disposition des usagers de route par la mairie. Ça n'existe pas au Bénin. Et je me demande pourquoi il y a ça. Votre invité vient de dire qu'il y a trop d'embouteillages. C'est parce que les architectes et urbanistes qui ont tracé Cotonou ont fait seulement de rapprochement des infrastructures. Les routes sont côte à côte. Et les ponts aussi sont dans la même zone. Ne pas délocaliser certaines choses pour que la circulation soit fluide. Merci, M. Koumayon, pour vos préoccupations. M. Koumayon qui a parlé tel un technicien. C'est vrai qu'il a évoqué quelques facteurs qui sont pris en compte quand même. Quand un autre auditeur s'est installé. Bonjour. Allô. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment peut-on vous appeler et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Sébastien Yonrossou et je vous appelle de Cotonou, Misebo, 5e arrondissement. Sébastien Yonrossou. Voilà. Vous êtes en direct. Merci beaucoup. Je salue votre invité. Monsieur le docteur, bonjour. Bonjour. Et ma première préoccupation pour vous, nous venons de vous écouter. Pour la fluidité des transports terrestres dans les pays, dans presque tous les pays, les gens adoptent le transport des trains, transport par les voies, les rails. Je vais parler des trains qui nous entourent et n'ont pas de port, passent les marchandises par le Bénin. Voilà que nous n'avons pas de train. Alors qu'avec les trains, il y a moins d'accidents, moins de dégâts, moins de pollution, pollution sonore ou pollution toxique, parce que ce que nous devons du port de Cotonou, par exemple, peut amener d'autres produits toxiques. Donc c'est plutôt une contribution et non une question. Oui, Monsieur Yonrossou. Pourquoi le Bénin n'adopte pas la politique des trains? Très bien. Parce que nous avons des trains en temps. Très Même bien. les bus aujourd'hui, les étudiants n'ont pas de bus. Très bien. C'est noté, monsieur Yonrossou. Et tout ça là, ça nous crée beaucoup d'accidents et beaucoup d'embouteillages sur nos routes. Voilà les quelques préoccupations que je demande au docteur de voir s'il peut se rapprocher de notre autorité pour qu'on voit comment on peut relancer les rails au Bénin. C'est très très important. Très bien. C'est noté. Un autre auditeur vous suit en même temps. Et il est à Guémont, l'a installé. Auditeur en ligne. Bonjour et bienvenue dans Franc Parler. Bonjour, monsieur Freddy, ça va? C'est moi. Je salue aussi monsieur Guinée. Bonjour. Rappelez-nous votre nom. Diatoro, c'est ça? Bernardin Fabi. Bernardin Fabi. Diatoro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, mes questions. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de constructions de voies par rapport au changement démographique. Et nous remercions beaucoup le gouvernement par rapport à ces gens de construction de routes. Parce qu'ils ont vu que tout a changé. Donc il faut changer avec. Et nous avons remarqué que nous n'avons plus de direction des travaux publics pour la réparation de nos routes comme cela se faisait avant. Mais aujourd'hui, par rapport aux nouvelles constructions de routes,
quelles mesures ils sont en train de prendre pour faire réparation. Ensuite, nous avons des feux tricolores qui ne marchent pas dans la ville. Comment faire pour que ces feux marchent, pour que les gens puissent circuler normalement? Parce que nous avons, je vous ai évoqué ce problème de fermeture de voies dans la journée qui n'arrange pas du tout la population, alors que parfois, il y a des feux qui marchent. Est-ce que ce n'est pas normal de laisser ces feux-là gérer la fluidité de la population? Et ensuite, l'éclairage par les panneaux solaires. Nous en avons aussi beaucoup maintenant. Est-ce qu'il y a une structure qui est mise en place pour la réparation de ces panneaux-là? Parce que nous avons remarqué que ces panneaux qui étaient plantés dans la ville, aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de réparation, il n'y a pas quelqu'un qui va s'occuper de ces gens de réparation. Donc, ce sont mes questions ce matin. Merci. Merci Bernadette Fabi. Notre auditeur s'est installé, me signale Hilaire Guémon. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour le plateau. Le plateau vous salue. Oui, à qui avons-nous l'honneur? Philippe d'Almeida. Philippe d'Almeida. Oui. Ok, moi j'ai juste quelques suggestions à faire. En fait, en toute sincérité, les infrastructures, on en a assez fait. Mais en toute chose, il faut des priorités. On ne va pas nous dire que oui. L'auditeur est parti. Philippe d'Almeida, vous pouvez nous rappeler, rassurez-vous. Il est là, monsieur Elton. Un autre. Allô? Oui, vous me recevez? C'est Philippe d'Almeida toujours? Paul Choudaton, depuis le stade du Fils. Paul Choudaton. Oui, je vous salue. Hein. Et je passe sur l'antenne ce matin pour vous remercier parce que j'ai toujours abordé ces sujets-là sur vos antennes concernant les accidents sur l'étendue du territoire national que la plupart de nos motocyclistes ne veulent pas respecter les règles de la circulation. Et la radio Cotonou amène quelqu'un dans le domaine sur les antennes ce matin. Je passe sur les antennes pour vous dire merci. Parce que ça veut dire que vous êtes à l'écoute de mes doléances. Le reste, maintenant, je sais que le gouvernement, en matière d'infrastructure, maintenant, le gouvernement fait ce qu'il faut. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est ce tricolore énuméré là qu'il faut, qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Pour accompagner la police républicaine qui sensibilise la population en ce moment-là. Très bien. Oui. Donc, je voudrais vous demander votre soutien à continuer avec le CNSR pour la sensibilisation et que quand la répression va démarrer, là, il ne faut pas que les mêmes populations commencent à crier. Parce qu'il y a trop de morts. Merci. Il y a trop de morts. Donc, ce que vous êtes en train de faire déjà ce matin, ceux qui ne sont pas informés, ils savent déjà ce qui est fait sur le terrain et je félicite encore le gouvernement pour tout ce qui est fait en matière d'infrastructure. Ils sont déjà en train de faire ça, je n'ai plus rien à demander. Merci Paul Choudaton. Merci. Et agréable suite de journée à vous. Si vous venez maintenant de nous rejoindre, je rappelle que nous abordons la problématique de la gestion routière au Bénin, analyse des embouteillages et approche de solutions et que vous suivez franc-parler. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Oui, moi je m'appelle Taoufik à Kouloupanon. Taoufik. Oui, voilà, à Kouloupanon. À Kouloupanon. Vous nous appelez de quelle partie du pays? Oui, j'appelle depuis Godomain, quartier Godomain, Pignon. Je salue votre invité ici à Dimé Lafia. Comme c'est de lui qu'il s'agit, je le remercie beaucoup parce que la tâche n'est pas facile et il faut accepter l'invitation du journaliste pour que l'opinion publique puisse comprendre grand chose. Ouais, vous parlez de la congestion routière ce dimanche. Et je crois que quand votre invité soutenait ça, c'est certainement il doit la soutenir sur un thème assez compliqué. Et je n'étais pas là quand il soutenait, mais vraiment quand on entend parler, vraiment c'est un spécialiste de cette question. Je le remercie et pour son courage, sa détermination. Merci. Et quand vous prenez la route Godo-Messaou, c'est une voie de 7 km. Et l'émission d'aujourd'hui n'est pas politique, mais
Et nous sommes obligés d'interpeller les politiciens qui nous dirigent dans le pays. Parce que 7 km, Cotonou-Pau, mais entre-temps, quand cette route se construisait, on a cassé les gens à tous les niveaux. On a priorisé qu'il doit y avoir des pistes cyclables. Mais après, on a constaté que la voie, elle est construite et au niveau de l'aller et du retour. La piste cyclable est laissée. Et maintenant, les citoyens ils conduisent. Ceux qui conduisent sur les motos à 2 roues, là, vous allez voir tous les matins, du lundi au vendredi, c'est des accidents. Surtout quand les gens quittent Kaoupou vers Cotonou, parce que leur lieu de travail, c'est à Cotonou. Et quand il y a un petit accident, c'est que toute la voie est bloquée. Elle est totalement bloquée et les gens ne savent plus, les usagers ne savent plus à quel sens se vouer à ce moment-là. Donc, je vois aussi que la responsabilité des gouvernants, parce que tout à l'heure, il va faire des propositions. Oui. Voilà une route de 5 km qui est construite, mais qui a déjà tué des humains. Alors, il faut des êtres humains pour pouvoir construire la nation. C'est pas la responsabilité de nos gouvernants aussi. Est vivement interpellé à ce niveau. Je remercie beaucoup votre invité ici à vous. Il a bien fait de venir pour qu'il vienne d'habitude pour que nous puissions comprendre de temps en temps beaucoup de choses en ce qui concerne la congestion routière ou bien sur les axes routiers. Merci beaucoup et bonne journée Dominique Salut. Merci cher ami Taoufik. Restez câblés pour suivre les réponses à vos préoccupations, mais Hilera Guémon me signale qu'il y a toute une longue queue d'auditeurs au standard. Bonjour cher ami. Allô? Eh bien une légère accalmie me signale-t-il plutôt, n'est-ce pas? Voilà, on va profiter de cette légère accalmie pour revenir en studio, répondre aux questions, le temps de permettre à notre invité, Dr Zimé Rafia, d'aborder le reste de ses préoccupations. Docteur Zimé Rafia, vous avez suivi quelques-uns. C'est vrai que ça continue de sonner sérieusement. Vous l'entendez vous-même. Ça vous dit que les auditeurs ont encore à vous dire. Mais avant, on va répondre rapidement à ces quelques questions. Effectivement, monsieur le journaliste, je crois que la file d'attente est quand même très indicatrice de l'engouement du développement qui a été fait, de l'intérêt, parce que nous sommes tous chaque matin concernés par la mobilité et par la congestion également. Donc je commencerai par monsieur Idriss Ouliamidi Koumayon qui a été très attentif, n'est-ce pas, aux panneaux de signalisation, leur dysfonctionnement. Qui a parlé tel un technicien. Voilà, leur inexistence et tout ça. Il demande pourquoi il n'y a pas de découpage pour délimiter les communes et autres. Et bon, je dirais que monsieur Ouliamidi Koumayon, c'est un doyen et tout ce qui a été fait comme découpage aujourd'hui est le fruit d'un héritage colonial. Il faut le reconnaître, un peu comme également notre port est un port colonial à vocation de recevoir, n'est-ce pas, les marchandises et un peu difficile de convoyer également à l'extérieur. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, les urbanistes se sont basés d'abord sur l'existant avant de travailler. Mais je crois que, tel qu'il a dit, avec les nouveaux projets maintenant, je remarque de plus en plus les bandes d'arrêt d'urgence sur les nouvelles routes qui sont faites. Si vous prenez par exemple devant le port, la route des pêches, il y a assez de bandes d'arrêt d'urgence où les gens peuvent garer tranquillement, et également les plaques signalétiques et les bornes kilométriques sont également installées quelque part, j'en trouve. Maintenant, ça ne suffit pas. Je crois que cette émission est un tremplin pour les autorités qui nous écoutent d'ailleurs, de prendre également toutes ces observations au sérieux à travers le Centre national de sécurité routière, la mairie pour ce qui concerne sa responsabilité, et également le fonds routier pour ce qui relève de leur responsabilité, bien entendu. Et je crois que cet appel de M. Idriss Ouliamidi Koumayon n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd, et si on remarque vraiment, il y a sur le terrain ce qu'il demande, mais c'est insuffisant. Alors, monsieur Sébastien Nyorossou lui a parlé de train, de la relance des rails. C'est également aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Asie, partout, le train en combinaison avec les autres modes de transport, c'est-à-dire le fluvio, lagunaire, le maritime ou le terrestre, joue un très grand rôle dans le trafic de marchandises. Et je crois que les trains que nous avons ici sont des trains coloniaux dont le dimensionnement
bâtiments et les installations sont déjà vétustes et il urge aujourd'hui que cette filière soit revue, n'est-ce pas, avec de très grosses ambitions. Et je crois également tout ce qu'il a dit serait pris en compte par nos autorités parce que le train est sécurisant. Il transporte beaucoup de marchandises, à la fois des milliers de tonnes en un voyage, ce qui fait la différence avec le véhicule et tous les risques d'accident qu'il y a. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, il y a M. Bernardin Fabi qui a parlé de l'entretien routier. Je veux lui rappeler quand même qu'il y a la société Sirat qui s'occupe, si je ne m'abuse, de ces aspects-là de l'entretien routier et des aspects pour que nos routes soient dans de bonnes conditions au profit des citoyens. Il a également parlé des feux tricolores endommagés ou de l'éclairage. Ceci doit relever quand même de la responsabilité de la municipalité qui fait déjà beaucoup, mais compte tenu des priorités, je crois que ce n'est toujours pas suffisant et donc là, les responsables, n'est-ce pas, de la municipalité sont en train d'écouter et je crois que dans le cadre peut-être d'un partenariat public-privé ou même si c'est en fonds propres ou avec les fonds FADEC et autres, ils verront dans le cadre, n'est-ce pas, de l'intercommunalité également, du partenariat, du jumelage, du couplage, comment trouver des partenariats pour relever ce défi-là. Quant à Philippe Dalméda, lui, il a amené une contribution. Je crois que c'est très important. Paul Chaudaton aussi. Paul Chaudaton, oui, il a aussi fait une contribution vraiment très significative, très importante pour l'amélioration des conditions de vie et pour nous et de nos enfants, parce qu'il faut quand même être dans la logique d'un développement durable, c'est-à-dire ce que nous allons faire aujourd'hui pour notre bien-être sans pour autant compromettre c'est-à-dire le bien-être du futur de nos enfants, de la postérité. Je crois que M. Taufik également, il a fait des contributions sur la route de Pau qui tue plus qu'elle n'en rend plutôt service à la population, parce qu'il a dit que c'est une route de 7 km, mais que malheureusement chaque jour il y a des cas d'accident parce que pour lui toutes les commodités ne sont pas remplies, les pistes cyclables ne sont pas bien tracées, l'éclairage n'est pas fonctionnel à temps plein, les feux tricolores ne sont pas à 100% fonctionnels. Je crois également à ce niveau, moi je suis en position d'inviter et je dis ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai fait des enquêtes, j'ai fait beaucoup de recherches à ce niveau et tous ensemble leur contribution plus ce qu'on a développé ici, les autorités prendront en compte pour essayer de voir dans quelle mesure apporter des contributions significatives à l'amélioration des conditions de vie, de la mobilité et à la sécurité de ceux-là qui animent la mobilité. Et cette émission s'en va finir. Une autre contribution, c'est celle de Distel Amoussou qui a insisté, notre cher aîné Distel Amoussou, qu'on ne présente plus, qui insiste sur le fait que l'on dilue davantage les concepts afin de permettre aux amis auditeurs d'être dans l'économie de tout ce que nous disons. Et c'est ce que nous avons tenté de faire au départ à travers la clarification conceptuelle. Le nombre de minutes à nous accorder s'égrène inexorablement. Docteur Zimé Lafia, quels sont selon vous les projets et réformes engagés dans le but de l'amélioration de la mobilité humaine dans le Grand Logoué? Je crois que nous devons plutôt voir la question dans le sens de ce qui nous attend en termes de difficultés, parce que nous sommes déjà dans l'existant, c'est-à-dire nous avons constaté l'exiguïté des routes, la pression démographique, la limite de Cotonou en termes d'accueil des habitations et l'explosion de Calavi en tant que cité dortoir. Et donc nous devons partir de là pour élaborer les projets futurs. Je crois que les divers gouvernements sont déjà dans cette dynamique avec les routes, les projets de contournement comme par exemple Mississinto, Zinvier, Ségué-Denou pour 32 km, Kokokodi, Révier, Ouedo pour 9 km. Vous voyez, et également la route qui passe par devant le port Erevan avenue Clausel pour aller sur la route des pêches qui a été élargie derrière la présidence. Tout ça améliore de nos jours, n'est-ce pas, la mobilité. Mais l'épine dorsale, la consistance de tous ces projets, normalement, c'est le contournement nord qui tarde à venir, c'est-à-dire qui doit quitter, n'est-ce pas, Kota
et rallier pratiquement le carrefour Sémé sur plus de 40 km avec des bretelles, des bandes d'arrêt d'urgence, des carrefours et autres, et qui doit desservir, n'est-ce pas, toutes les populations qui quittent toute cette zone, c'est-à-dire Sékou, Calavi, et Pao et autres, pour aller à Akpakpa sans passer forcément par Étoile Rouge. Je crois que le jour que ce contournement nord verra à jour, ce serait un très grand soulagement stratégique en termes de la gestion de la mobilité. Maintenant, je voudrais mettre l'accent sur la combinaison, en termes de projet, mettre l'accent sur la combinaison du trafic fluvio-lagunaire en combinaison, n'est-ce pas, du transport terrestre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'autres pays ont déjà excellé. Hein. Et si vous prenez la Hollande ou le Japon, c'est des pays qui sont entourés par beaucoup d'eau et qui ont su développer des alternatives en termes de mobilité, en termes de ponts, en termes de jonction de la mobilité par eau et par voie terrestre. Et donc, je dirais que pour les méga projets, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un rêve. Le gouvernement peut par exemple entrevoir, construire un pont mobile, c'est-à-dire l'ancien pont, les deux ponts qui sont là, on les transforme en pont mobile et on règle le cours d'eau de manière navigable, que les navires puissent aller là. Et donc quand nous avons les navires les navires qui viennent plutôt avec des marchandises destinées dans les magasins de Tokpa, ça se passe ailleurs, et bien ces navires, au lieu d'aller au port pour créer la congestion des véhicules, des camions qui vont quitter le port pour la ville, et bien on ouvre les ponts mobiles et le navire va dans la zone de Tokpa où se trouvent les grands magasins pour déverser les marchandises et repart tranquillement. J'ai vu ça ailleurs avec des coûts d'eau moins importants que les nôtres. Donc c'est une question d'ambition, une question de mobilisation de fonds dans le cadre des partenariats publics-privés pour avoir des ambitions pour le futur. Docteur, vous rêvez gros. Vous rêvez gros et beau. Ah oui, mais il faut rêver. Il est permis de rêver. Je ne saurais vous laisser partir sans vous demander quelles sont les conséquences socio-environnementales de la congestion ou de l'embouteillage sur l'individu, les citoyens. Vous n'allez quand même pas partir sans nous dire un mot, sans évoquer quelques chiffres. Puisque vous savez, quand on y attend, quand on est bloqué à Sika Toyota par exemple, quand on est bloqué au carrefour Ita pour 30 minutes, nous inhalons quand même un capital important de CO2. C'est vrai ce que vous avez dit. Malheureusement, c'est comme ça et tout le monde le sent parce que d'abord, la première conséquence de la congestion, c'est d'abord le stress. Et vous savez, le stress est la source de beaucoup de maladies de nos jours. Les gens sont stressés parce qu'ils sont en retard. Et de ce stress, nous avons également le stress respiratoire, surtout ceux qui sont sur les motos. Avec les motos, c'est difficile. Ils inhalent beaucoup de CO2, beaucoup de toxines. Et ça, on ne le voit pas, c'est invisible. C'est quand tout ceci s'accumule et que ça se transforme en d'autres pathologies que nous nous réveillons pour commencer à chercher ce qui s'est passé. Et il y a également les risques de maladies cardiovasculaires. Ça, tout le monde le connaît. Le stress amène à l'hypertension, ça dérègle les organes et autres. Il y a aussi la sudité, c'est-à-dire le bruit des moteurs, le vrombissement, tout ça fait que les gens ont des problèmes d'écoute et autres. De même que les mots Dieu. Ça, les gens l'ignorent. Mais le CO2 qui rentre dans les yeux, ça irrite les yeux. On arrive à chaque fois à structurer les yeux, à les frotter. Il y a également le temps perdu. Vous savez, on est là dans le go slow, dans le bouchon, dans la congestion, tout ce que vous voulez, et on voit les minutes passer. Vous savez, si vous êtes dans la fonction libérale, par exemple, vous êtes un avocat, vous avez rendez-vous à 8 heures, vous êtes dans le go slow pour une question juridique. Vous voyez, le client serait découragé et risque de changer de cabinet. Vous savez, si vous êtes un docteur, vous avez dans votre cabinet des femmes qui vous attendent pour que vous les consultiez parce qu'elles sont en état et vous venez en retard, ou soit il y a une naissance qui vous attend. Autant de conséquences qui sont liées à la congestion. Et ceci est également dû au manque de courtoisie de certaines personnes, sans compter le réchauffement des moteurs. Et le comble est que l'ambulance, même s'il y est confronté de temps à autre.
c'est ça, je dis, le manque de courtoisie. Vous avez vu, les gens sont peinards dans leur volant et ça ne leur dit rien. Il y a certains, par contre, qui font feu de tout bois pour crier un passage, parce qu'ils savent que c'est une vie qui est en danger et qui a besoin d'être sauvée. Donc, les conséquences sont multiples et je crois que c'est à chacun d'essayer de voir dans son petit coin les conséquences qu'il subit. On ne peut pas tout citer ici parce qu'on ne peut pas les cerner en un tour de main. Elles sont multiples, multiformes et diverses. Mais bon, voilà les quelques-unes dont les gens nous font cas lors de nos enquêtes pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de notre mobilité, qu'est-ce qu'ils pensent des conséquences liées à l'embouteillage. Docteur Zimé Lafia, ce numéro de franc-parler s'en va finir. Quelles sont les approches de solutions face au phénomène d'embouteillage en République du Bénin? Ben, je crois que en République du Bénin, c'est beaucoup plus global parce que nous avons plusieurs villes. Et ici, maintenant, nous parlons de Cotonou et de Grand Nokoué. Et Cotonou, Grand Nokoué, aujourd'hui, je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que la mobilité en particulier est un facteur très lié à l'épanouissement de l'être humain et à sa prospérité économique parce qu'il faut se déplacer, il faut aller au loisir, aux soins, voir les parents, aller au boulot et autres. D'abord, je dirais que bon, voilà, il faut que nos gouvernants fassent des projets tellement innovants qui prennent en compte les aspirations des populations à la base. C'est ce qui nous manque. Les populations ne sont pas souvent très bien écoutées sur les mots qui les accablent. Et aujourd'hui, je dirais que nos autorités doivent réfléchir à travailler en combinaison avec le transport fluvio-lagunaire parce qu'on en a les capacités à condition de rendre n'est-ce pas, navigables nos cours d'eau et d'avoir le matériel comme par exemple les petits bateaux taxis qui peuvent rouler sur nos cours d'eau et desservir une ville à une autre sans pour autant concentrer toute la mobilité sur les routes. Alors, il faut aussi améliorer le cadre juridique et réglementaire de notre transport. Il faut beaucoup de décrets pour essayer de les améliorer. Déjà, il y a beaucoup de décrets, plusieurs décrets qui régissent le transport au Bénin, comme par exemple le décret numéro 79-109 du 15 mai 79 qui réglemente les transports routiers en République du Bénin. C'est eux qui précisent les conditions d'utilisation du transport en commun, individuel et autres, et qui doit y être et comment. Il y a également le décret 95-232 du 31 août 1995 portant lutte contre le rançonnement sur nos routes. Tout ça participe, n'est-ce pas, à la congestion parce que parfois, vous savez, je ne vais pas livrer certains problèmes ici. Il y a des autorités, il y a des agents de sécurité ou même quand les routiers existaient qui se livrent à ces, n'est-ce pas, à ces comportements abjects. Il y a également le décret 2001-0. Il est règlement me signale que nous avons encore 2 minutes très exactement. 2 minutes, je suis en train de finir. Portant classement des routes d'intérêt économique, ainsi de suite. Donc, il y a tellement d'instruments. Et moi, mon appel aujourd'hui est que ces instruments soient améliorés, soient étoffés, d'accord, et que tout ce qui doit être fait soit pris en compte par rapport à l'évolution démographique qui doit être le point de mire de notre développement durable, c'est-à-dire notre bien-être aujourd'hui et protéger les générations futures pour qu'ils ne manquent de rien. Je vous remercie. Merci, docteur Isiaka Zimé Lafia. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire. Ça, je le sais. Rassurez-vous, nous aurons à vous inviter les mois et les semaines et mois à venir. Nous n'avons aucune prétention d'avoir vidé le sujet. C'est juste une contribution. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie des transports, consultant en mobilité humaine et logistique aéroportuaire, assistant de recherche au laboratoire d'études des dynamiques urbaines et régionales Le Dur au campus d'Abomey-Calavi. Vous êtes aussi et surtout spécialiste en communication et relations publiques. Merci de votre disponibilité. Voilà, vous avez croisé arguments, verbes et exemples pour décortiquer quelque peu les mobiles qui sous-tendent le phénomène d'embouteillage afin d'expliquer davantage aux citoyens ce qui justifie ce calvaire que chacun subit, de Cotonou à Calavi, de Calavi à Cotonou et de Cotonou à Porte-Novo ou Semekoudji. C'était bien évidemment franc-parler. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou. Franc-parler